Dans les Alpes françaises. On en a parlé d'ailleurs en primeur hier soir à l'émission avec cette dépêche du New York Times. Les enregistrements de la cabine de pilotage révèlent que le copilote, seul aux commandes, a volontairement provoqué l'écrasement et entraîné la mort de 149 personnes innocentes. Comment est-ce possible? Et surtout, comment faire pour ne pas que cela se reproduise? Déjà, des mesures ont été prises par plusieurs compagnies aériennes et on va en parler dans un instant. Je vais en parler avec mes invités. Mais d'abord, on va revoir le fil des événements réalisés par nos collègues de France 2. L'Airbus se trouve à son altitude de croisière, 11 000 mètres environ. La météo est bonne, il n'y a aucun souci. On entend le commandant de bord demander au copilote de prendre les commandes et on entend à la fois le bruit d'un siège qui recule et le bruit d'une porte qui se ferme. On peut légitimement penser qu'il s'est absenté vraisemblablement pour aller satisfaire un besoin naturel. À ce moment-là, le copilote est donc seul aux commandes. C'est alors qu'il est seul que le copilote manipule les boutons de ce qu'on appelle le Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. L'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. L'avion commence à descendre, régulièrement, 1000 mètres par minute. Le commandant tente alors de revenir dans le cockpit. On entend plusieurs appels du commandant de bord demandant l'accès à la cabine de pilotage. Et ce, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'appel cabine. En l'espèce, c'est un interphone avec une visio. Donc on peut dire qu'il s'est montré, il s'est identifié, mais aucune réponse de la part du copilote. Il a tapé pour se manifester comme pour demander l'ouverture de la porte et il n'a eu aucune réponse du copilote. La situation devient critique. L'appareil se rapproche des montagnes. Dans le cockpit, le copilote reste silencieux. Il ne réagit pas. Pourtant, d'après la boîte noire, il est bien vivant. On entend à ce moment-là un bruit de respiration humaine à l'intérieur de la cabine et ce bruit de respiration, nous l'entendrons jusqu'à l'impact final. Des alarmes se sont déclenchées pour signifier à l'équipage la proximité du sol. Et à ce moment-là, on entend des coups portés violemment comme pour défoncer la porte, si vous voulez, enfoncer la porte. Je vous rappelle qu'à l'intérieur, c'est une porte blindée selon les normes internationales. Il est trop tard. L'avion se dirige tout droit sur la montagne. Alors, écoutez, c'est des images bouleversantes, un récit bouleversant. J'en parle avec trois invités. D'abord, le pilote de ligne, expert en aviation civile Jean Lapointe, qui est fidèle de RDI. Bonsoir, M. Lapointe. Jean Laroche, qui est au Centre québécois de formation aéronautique et qui, justement, fait passer des tests psychologiques, notamment à des équipages, je comprends bien. M. Laroche, bonsoir. Et Gérard Ouimet, professeur de psychologie organisationnelle, spécialisé dans ces questions-là. Bonsoir, M. Ouimet. Bienvenue. D'abord, avec vous, M. Lapointe. Le récit qu'on vient d'entendre, qui est bouleversant, chez vous, ça confirme vos pires craintes que vous exprimiez hier soir. Après 24 heures, là, après avoir vu l'assiette de vol de cet Airbus 320, on commençait à penser sur une intervention humaine. Et ça s'est confirmé hier soir et reconfirmé ce matin. Bien triste nouvelle pour la confrérie des pilotes professionnels qui, jour après jour, tentent de donner des vols sécuritaires au public voyageur. De voir un tel geste, c'est toujours questionnant. On va revenir sur le fil des événements. D'abord, que s'est-il passé une fois que le pilote a quitté la cabine de pilotage? Pour quitter la cabine de pilotage, là, évidemment, ce commandant avait entièrement confiance d'y pouvoir y retourner dans les minutes qui viennent. Et je pense que si la descente de l'avion s'est effectuée dans les secondes après qu'il ait quitté sa cabine, dès ce moment-là, le pilote s'est dit « Je suis trop loin du Düsseldorf pour amorcer une descente. Il n'y a pas de turbulence. Il n'y a aucune raison que l'avion descende. » Je pense qu'il a dû comprendre que quelque chose d'anormal se produisait et c'est pour ça. Et je suis convaincu qu'il a tenté d'ouvrir la porte jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à la dernière seconde. Oui, tout à fait. On va venir sur ce que pouvaient savoir ou pas les passagers, l'équipage, mais à l'intérieur de la cabine, donc, le copilote avait la capacité
de verrouiller de l'intérieur la porte, empêchant ainsi quiconque d'entrer, Oui. à moins d'utiliser des moyens exceptionnels. Parce que la porte a été conçue pour un scénario où les deux pilotes sont à l'intérieur de la cabine et ce seraient des intrus qui tenteraient de pénétrer. Alors, le succès est là. Depuis le 11 septembre, il n'y a pas eu de détournement d'avion, mais le système actuel est-il une arme à deux tranchants? On le constate. Il va falloir revoir et je pense que c'est pour ça qu'aussi rapidement, les transporteurs aériens canadiens ont annoncé aujourd'hui que plus jamais, en tout cas à court terme et moyen terme, qu'il n'y aurait qu'une seule personne. La ministre a réagi un peu en retard, là, mais on aurait peut-être même pu penser que cette réglementation-là aurait eu lieu après la disparition des MH370. C'était écrit dans le ciel là, que ça s'en venait. Ça semblait parce que les MH370, comme vous nous le disiez hier, dans le milieu de l'aviation, on soupçonne un scénario du genre. Intervention humaine beaucoup plus qu'une défaillance mécanique. Oui, maintenant, à l'intérieur, comme le copilote a mis le verrou, il y avait la possibilité pour le pilote de forcer son entrée, mais à certaines conditions. N'est-ce pas? Il y a un délai, Le commandant ou le pilote pouvait effectivement utiliser quelques autres procédures pour tenter de rentrer, mais encore une fois, la personne qui est à l'intérieur a encore la capacité de refuser et de bloquer ses tentatives. À tout moment. Alors, le seul moment où le pilote aurait pu rentrer dans la cabine de pilotage, c'est si la personne qui y est inconsciente et n'active pas la petite manette qui empêche le retour. Une autre fois, parce Oui, qu'il peut activer un code à effectivement, l'extérieur. il y avait quelques façons de retourner dans la cabine. Un code secret. Maintenant, même si le pilote, le commandant, avait réussi à rentrer après 2, 3 minutes, 4 minutes, là, l'avion avait commencé à descendre. Est-ce qu'il pouvait faire une manœuvre? Ah oui, tout à fait. Il remonter son appareil? Je suis certain qu'il serait rentré avec plusieurs personnes pour s'assurer de sortir ce premier officier de son siège. Et je pense que même jusqu'à 10 000 pieds, s'il était rentré, il aurait eu en masse le temps. On s'entraîne le simulateur à avoir des plages de vol où on est très près du sol et on doit remettre les gaz. Ce qui n'est pas nécessairement clair dans la description que fait France 2, où on a des événements, à partir du moment où le pilote, le commandant, frappe à la porte, là, on pense bien que tout le monde, tous les passagers, l'équipage sait ce qui se passe. Là. Hier, c'était l'effroi. On se disait, qu'est-ce que les passagers ont su? Certainement que les gens qui étaient à l'avant de l'appareil ont dû s'apercevoir de quelque chose. Certainement pas la dernière partie de l'avion, mais lorsque, de jour, on commence à s'apercevoir qu'il y a des montagnes puis qu'on entend des cris, ça ne devait pas être très agréable. Monsieur Laroche, vous-même, vous êtes un ancien... Vous êtes pilote, vous êtes formateur et suivi psychologique. Quelle lecture faites-vous de ces événements-là, vous? Bien, écoutez, après la marche à pied, l'aviation, c'est ce qu'on a inventé de plus sécuritaire pour déplacer les êtres humains. Alors, c'est tellement un événement rarissime que j'en pense pas aujourd'hui que l'aviation n'est plus sécuritaire. On a vraiment un très, très bon modèle excessivement sécuritaire avec une personne qui vient bousiller le tout. Quand on va vouloir changer des procédures, apporter des nouvelles technologies, il va falloir le faire avec beaucoup de minutie pour ne pas introduire de nouvelles menaces. De nouvelles menaces qui pourraient être utilisées comme une arme à deux tranchants, dit oui. M. Lapointe. Ouais. Il faudra, pour vous, M. Ouimet, j'imagine, faire l'autopsie de ces événements-là, essayer de détecter ce qui a bien pu se passer chez ce pilote-là dans son passé, effectivement, pour comprendre... ce qui l'a motivé. Écoutez, il y a plusieurs scénarios. On ne connaît pas les tenants et aboutissants de l'histoire. Vous savez, les suicidaires, il n'y a pas seulement une forme de suicidaire. La forme la plus commune, c'est le suicidaire qui fuit une situation qu'il perçoit insupportable. Ça peut être un chagrin amoureux, ça peut être un revers de fortune. Alors, qu'est-ce qui a traversé l'esprit de ce garçon-là? L'enquête va le démontrer, mais ce qui semble sûr, c'est qu'il a, en 2008, au moment de sa formation, dû interrompre pour des motifs de santé, et les lois allemandes interdisent d'avoir accès au dossier de santé, mais on pense à une dépression. C'est ce qui circule selon les informations que nous avons. Quels sont les moyens qu'on a pour détecter les problèmes de santé, M. Lapointe? Bien, il y en a plusieurs. Dès l'embauche, on passe de rigoureux tests psychologiques que M. Laroche a inventés, entre autres. Mais vous savez, on passe des tests médicaux sur une base annuelle et les médecins qui sont attitrés par le ministère des Transports ont aptitude à non pas seulement prendre notre pouls et notre pression, mais ils sont capables de venir voir qu'est-ce qui se passe dans notre vie personnelle. Lorsque vous passez 4 examens en simulateur par année puis une vérification en route, c'est sûr que les instructeurs puis les superviseurs que nous avons sont capables aussi de détecter si nous donnons un maximum de performance lors de ces tests. Et si jamais on le manque, la première chose qui arrive, c'est qu'on retourne
voir un médecin et parler de quels sont nos problèmes. Puis vous, ici, au Canada, c'est 4 fois par année, les tests. Il y a 4 tests de simulateur. De vol, sous oui, c'est pression, ça. chaud On de passe. pression. Oui, c'est ça. Bien, alors, on ne sait pas comment c'est en Allemagne, mais pour vous, M. Laroche, est-ce que tous ces tests-là permettent de détecter la détresse psychologique, par exemple? Bien, en général, non. Ça dépend du parcours d'entrée dans la profession. Les grandes académies ou l'armée vont avoir de rigoureux tests psychologiques et un suivi. La formation, c'est très long, c'est très complexe, 3-4 années. Pendant ce temps-là, on vit avec les candidats pratiquement quotidiennement. C'est assez facile de voir l'état, mais les formateurs, les commandants, les pilotes de formation, on n'est pas psychiatre, on n'est pas psychologue. Alors, on va référer lorsqu'on voit des manifestations de comportements qui ne sont pas tout à fait conformes à ce qu'on s'attendrait. Par la suite, quand on intègre l'industrie, là, on va avoir un examen médical annuellement. Et petite compagnie, petit moyen, grande compagnie, grand moyen. Dans les grandes compagnies, on va avoir des médecins résidents qui finissent par voir toujours les mêmes pilotes. Ils nous connaissent les enfants, connaissent la famille, on connaît les revers. À ce moment-là, sont très à l'écoute, sont très sensibles aux variations d'humeur. Et puis, effectivement, on est capable de voir ces gens-là arriver. Et pour vous, M. Ouimet, des tests psychologiques capables de détecter certaines choses? Il en existe. Il y a des tests sur l'intentionnalité suicidaire, il y a des tests sur la dépression. Vous savez, le suicidaire commun, celui qui fuit une situation insupportable, il y a un parcours en 5 étapes. Premièrement, il y a un flash. Il y a une idée suicidaire qui traverse son esprit. Après, le flash se transforme en idéation suicidaire. L'idée l'envahit plusieurs heures par jour. Ensuite, ça va se transformer en rumination. Il va commencer à élaborer son scénario, à savoir quand, où et comment je vais procéder. Et là, ce qui est pernicieux, c'est que sa pensée se ferme. C'est ce qu'on appelle la vision en tunnel. Il ne voit plus d'autres alternatives. Ensuite, bien évidemment, vision égocentrique, c'est sa détresse. C'est sa détresse. Tourner vers lui-même. Tourner vers lui-même et il est convaincu que c'est la seule solution. La 4e étape, c'est la cristallisation. Il n'y a plus moyen d'y faire changer d'idée. Et par la suite, c'est le passage à l'aide. Il est imperméable à ça, parce qu'on peut penser que ce n'est pas un geste subi, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Ouimet? Pensez-vous que ce pilote-là... Ils sont plutôt rares, mais il y a des suicides qu'on appelle coups de folie. Inexplicables. La personne a pris le petit déjeuner le matin, aucun antécédent familial, une vie conjugale harmonieuse, et puis il va se flinguer dans son bureau le soir. On entend parfois des gens dire on n'a rien vu venir, il n'y a pas eu de signes avant-coureurs. Est-ce que dans vos équipes, parce que vous êtes spécialisé des organisations, dans les équipes de travail, généralement, on est à l'affût de ça? Est-ce que vous avez déjà vécu des circonstances, vous avez déjà dû rapporter des troubles de comportement qui auraient pu avoir des conséquences? Bien, des troubles où, non pas nécessairement de comportement, mais de capacité à bien performer. Oui. Ça arrive. On a des candidats qui passent des mauvaises périodes et puis qui sont un petit peu plus difficiles à travailler en équipe. Et il y a un système, effectivement, à l'intérieur des grandes sociétés aériennes pour parler avec ces gens-là. Il y a un soutien chez les pilotes aussi qui existe. Alors, on peut le faire sous le couvert de l'anonymat, mais il y a des outils, effectivement. Parce qu'un peu comme dans l'armée ou dans la police, on dit souvent que les gens, les troupes ont du mal à admettre leur certaine vulnérabilité. Ça, c'est des choses assez fréquentes. La meilleure chose qu'on a fait en prévention dans les grands transporteurs, là, les porte-étendards qu'on voit un peu partout dans chaque pays, c'est d'avoir des programmes d'aide sous une forme non punitive. Et les gens qui ont besoin d'aide sont vraiment bien traités. Sont vraiment bien traités. Vous en avez rencontré des cas comme ça? Ah oui, absolument. Et puis, c'est un bon processus. La plupart du temps, on en ressort plus fort et on retourne sur la ligne après des passages de la vie qui parfois sont plus difficiles. Ces programmes-là sont peut-être la meilleure prévention qu'on peut avoir parce que les tests qu'on fait à l'entrée du métier, c'est des tests d'aptitude surtout. Oui, et pour vous, M. Ouimet, dans le cas qui nous occupe, bon, évidemment, on n'a pas tous les faits. Oui. Dépression, semble-t-il, autour de 2008. Oui. C'est possible que toutes les phases que vous nous avez décrites aient pu être vécues à l'insu de l'entourage, sans qu'il y ait de signes avant-coureurs. Tout semblait normal, sauf les réponses laconiques là, sur la fameuse liste là, Préparation pour atterrir à Düsseldorf. Oui, c'est ça. Oui.
C'est possible, parce qu'il y a beaucoup d'ambivalence. Vous savez, une personne qui est suicidaire bien, est ambivalente. Il y a toujours son désir de vivre, et puis il y a la solution qu'il n'en est pas qu'elle une. a choisie, Ouais. qu'il n'en est pas une. Alors, on va se dire, bien, écoute, elle passe un mauvais moment. Et par la suite, lorsque la cristallisation s'est faite, lorsqu'elle a trouvé la solution, elle redevient presque normale. Parce que dans sa tête, c'est réglé. Alors, on dit, bien, elle s'en est sortie. Alors, il faut faire attention à des changements d'humeur, que ce soit l'effondrement de l'humeur ou un caractère allègre, presque hypomaniaque. Si c'est très drastique et peu commun chez la personne, ça augure mal. Parce que s'il n'avait pas fait ce jour-là, on en parlait en dehors des ondes, il aurait pu le faire le lendemain. Le fait que le pilote, le commandant soit sorti... Oui, je pense que c'est circonstanciel. Ou si le commandant était resté, avait-il prévu l'éliminer d'une façon, je ne crois pas. Je pense qu'il était prêt ce jour-là, mais que si ça ne s'était pas passé il y a 2 jours, ça aurait été plus tard. Parlons brièvement de solutions annoncées. Une troisième personne. Il y aura toujours quelqu'un dans la cabine de pilotage. En fait, c'est une solution qui est raisonnable ou c'est juste... À court terme, très sécuritaire, oui. Très sécuritaire pour rétablir la confiance. Ouais. À long terme, on travaille sur une technologie qui va réduire l'autorité d'un pilote quand il est seul, donc le réduire temporairement son autorité à faire de grandes variations sur le plan de vol qui est déjà dans les ordinateurs de l'avion. Alors, d'empêcher de faire de grands changements brusques, le temps que l'autre revienne et qu'il y ait les Américains appellent ça le polling, un genre de votation, d'être unanime dans le cockpit quand on a des grandes décisions à faire. Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions à envisager, d'après vous? Bien, il y a déjà, physiquement parlant, on pourrait évidemment garder la porte de la cabine de pilotage, avoir la toilette qui est toujours là pour les besoins et mettre une deuxième porte. Alors, c'est-à-dire que quand le pilote sortirait pour aller... Il ne sortirait pas de la cabine. Non, en fait, il y aurait 2 portes, ce serait encore plus sécuritaire. Mais pour aller à la toilette, la porte resterait toujours ouverte, donc il y aurait une accessibilité. Alors, on planche déjà sur ça depuis quelques années, mais je pense que l'impératif économique fait qu'on ne verra pas ce changement simple, mais coûteux dans les prochaines années. Parce que même si, on va se laisser là-dessus, parce que même si c'est un événement rare, c'est un événement bouleversant, parce que tout le monde s'identifie, tout le monde aurait peut-être pu être à bord de ce vol-là, comme ces jeunes sportifs suédois qui ont manqué le vol puis qui se sont retrouvés sur les autres appareils. En terminant, chacun, c'est important. 100 000 vols aujourd'hui depuis ce matin. 100 000 fois, mes collègues ont atterri de façon sécuritaire. Alors, on reprend le collier dès demain matin. Comme disait M. Laroche, c'est rarissime. Alors, il faut avoir confiance au système, mais comprendre ce qui s'est passé, par contre. Ça, c'est très important. Oui, moi, je pars en vacances demain, je prends l'avion demain, je serai très heureux de le prendre, je vais dormir sur mes 2 oreilles. On a vraiment un système extraordinairement sécuritaire. Satisfait des mesures annoncées par différentes compagnies, puis par... Bien, c'est une première étape. Les grands constructeurs travaillent sur d'autres solutions aussi. Bon. M. Woodman, en terminant, évidemment, sur les mesures à prendre. C'est sûr que c'est un fait rarissime, mais une mort, c'est une mort de trop. Oui. Et je pense que le dépistage, le suivi psychologique, vous savez, parler de la mort, ça ne fait pas mourir, même si c'est encore un sujet tabou. Donc, ça peut aider considérablement d'être attentif à certains signes avant-coureurs. Est-ce que dans les compagnies, on pourrait augmenter les suivis psychologiques ou assurément, oui. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, la prédiction de ces états-là, c'est pas facile à faire. Quand on fait une évaluation psychologique, c'est une photo, aujourd'hui, maintenant. C'est pas facile de prédire qu'est-ce que ça va être dans 6 mois. Parce que les suicides comme tels, c'est rare. Puis heureusement que c'est rare. Oui. Messieurs, merci. Merci, Mme Dussault. Et bon vol.